Monsieur Yann Dutertre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Afrique de Bioforce. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout bienvenue sur notre plateau d'entretien exclusif. Merci à vous. Alors, vous êtes en mission au Tchad depuis 5 jours. Pourquoi? Dites-nous l'objet de votre mission. Eh bien, actuellement, je suis venu pour la fin d'un projet qui s'appelle Recap Tchad, qui est un projet qui a été porté par l'organisation Bioforce et supporté par le Haut Commissariat aux réfugiés du UNHCR et financé par la fondation Mastercards. Un projet qui a duré 6 mois de formation des réfugiés sur 2 métiers de l'humanitaire, qui sont la coordination de programme et la protection de l'enfance en situation d'urgence. Alors, avant qu'on en vienne à ce projet, dites-nous qu'est-ce que c'est Bioforce? Alors, Bioforce, c'est un centre de formation professionnelle qui existe depuis 40 ans, à l'origine française, et qui, depuis près de 17 ans, est implanté aussi en Afrique, et qui a pour but de former les concitoyens africains sur les différents métiers de l'humanitaire, mais aussi d'apporter son renforcement de capacité auprès aussi bien des organisations locales que des organisations internationales sur tout ce qui est les sujets qui traitent de l'humanitaire, du développement. Au Tchad, Bioforce est là depuis combien de temps? Alors, au Tchad, Bioforce est là depuis quelques temps, puisqu'on a des sessions de formation qui sont destinées au secteur de l'aide internationale pour les professionnels. Et dans le cadre de ce projet, on est là, ce projet qui est un projet spécifique, ciblé, on est là depuis mars de cette année. Depuis mars de cette année. Parlons de ce projet-là. Qu'est-ce que ça implique? Un projet pour des réfugiés, un projet de formation? Oui. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre de la réponse humanitaire est en principe destinée à ce qu'on appelle trivialement dans notre jargon les bénéficiaires. Comme vous le savez, dans le cadre de la crise du Soudan, le Tchad accueille quand même aujourd'hui près d'1,5 million et potentiellement plus avec la récente évolution de la crise du côté soudanais, des réfugiés soudanais. Et le principe, c'est de former des bénéficiaires à des compétences humanitaires pour que eux-mêmes ils soient capables de répondre sur le terrain à leurs besoins, en partenariat avec les organisations internationales, que ce soit aussi bien le système des Nations Unies que les ONG locales ou que les ONG internationales, pour que ces acteurs eux-mêmes soient capables de répondre à leurs besoins. Vous parlez d'acteurs, vous parlez de répondre à leurs propres besoins. Qui sont-ils? Des réfugiés, des retournés? Des réfugiés. Alors essentiellement, dans le cadre de ce programme, on avait 90% de réfugiés. Nous avions aussi des déplacés tchadiens qui étaient là. Et le principe, c'est vraiment de pouvoir donner la capacité aux individus de répondre eux-mêmes à leurs besoins. Quelle est la méthodologie? La méthodologie est une méthodologie... alors, on travaille d'abord sur un principe d'andragogie, c'est-à-dire de l'enseignement destiné aux adultes, d'accord? Ça, c'est très, très important. La méthodologie, c'est d'enseigner les principes techniques humanitaires, par exemple, sur ces 2 sujets qui sont la coordination de programme et de l'autre côté, qui est la protection de l'enfance, de comment travailler au mieux sur le terrain sur ces principes-là, de façon professionnelle, en respectant les principes internationaux de réponse humanitaire, et de donner aussi la capacité aux gens de pouvoir le faire par eux-mêmes, au travers aussi bien des organisations portées par les réfugiés, des organisations nationales et des organisations internationales. En quoi le fait que ces apprenants soient eux-mêmes réfugiés ou déplacés pour renforcer l'efficacité du programme en question? Parce qu'ils connaissent très bien la situation. Eux-mêmes sont, on va dire, pas acteurs, mais victimes de ce qui se passe actuellement. Donc, avoir des personnes qui connaissent mieux les besoins. Connaissent bien mieux les besoins qu'une personne qui va venir de l'extérieur, qu'une personne qui peut être même tchadienne, employée d'une ONG, qui n'est pas confrontée
au principe de déplacement, au principe de vivre dans un camp, etc. Ces personnes-là qui sont confrontées à ces problématiques quotidiennes comprennent mieux le quotidien des bénéficiaires, comme on dit, des bénéficiaires dans le cadre des programmes. Et par conséquent, avec leurs compétences professionnelles, peuvent encore mieux adresser une réponse. Il ne faut pas oublier que la réponse humanitaire, dans l'humanitaire, vous avez quoi? Vous avez le terme humain. Et le principe, c'est que la réponse humanitaire, c'est aussi de répondre à des besoins humains. Et il n'y a pas mieux que des personnes qui sont confrontées elles-mêmes, justement, à ces besoins, que d'apporter une réponse. Alors, ces personnes sont enseignées dans quel métier? Quels sont les métiers qu'elles apprennent? Les deux métiers qui ont été enseignés sont la coordination de programme, puisque c'est vraiment le cœur de l'action et de la réponse humanitaire. Et de l'autre côté, c'est la protection de l'enfance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en protection, comme vous le savez, vous l'avez très bien entendu, il y a des gros soucis en termes de protection de l'individu et en termes de protection de l'enfance par rapport à ce type de population. Et donc, il est nécessaire de pouvoir apporter le meilleur soutien technique et encadrement technique par rapport à des groupes cibles qui sont les enfants en situation d'urgence. Et de l'autre côté, pourquoi la coordination de programmes et de projets? Parce que aujourd'hui, sur le nombre de camps qu'on connaît au niveau du Tchad, et en particulier dans la zone que nous avons ciblée, qui est le Wadi Fira et le Wadaï, où vous avez un certain nombre de camps que vous connaissez, hein, Adjarajiz, Hadid, Farshana, Iriba, etc. Vous avez des gens qui travaillent déjà sur les camps et qui ont besoin justement d'une certaine compétence professionnelle pour pouvoir aider aussi l'action humanitaire qui est portée aussi bien locale qu'internationale, en sachant qu'aujourd'hui aussi on a un grand enjeu auquel on fait face, c'est la réduction des financements de l'aide, et que on doit s'appuyer de plus en plus sur une réponse endogène, locale, pour pouvoir répondre aux besoins. Comment s'est faite la sélection de ces 44, si je ne m'abuse? 44, 44 personnes. Comment s'est faite la sélection? Alors la sélection d'abord s'est faite sur dossier. On a ouvert un appel d'offres, ce qu'on appelle un appel d'offres qui a été donc diffusé dans les camps auprès des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont envoyé leur curriculum vitae. On a fait une sélection sur dossier et ensuite on a mis en place des centres d'examen. On a mis en place 5 centres d'examen qui étaient donc à Béché, Farshana, Iriba, Adjarajiz et Iriba. Et j'oublie l'autre camp. J'ai oublié le... Pardon? Guerreda, voilà. Et donc, on a mis en place... Merci, Gafara, c'est mon assistant qui est à côté de moi. Et donc, sur ces 5 camps, on a mis en place les centres d'examen après, qui nous ont permis de sélectionner sur examen les meilleurs profils qui pouvaient suivre ces parcours-là. Quelle est la suite? Alors la suite, ce qu'on espère, et déjà il y a déjà des réponses de la part de la... Ah, ils sortent en tant qu'experts? Ils sortent en tant que professionnels, techniciens de l'humanitaire, soit sur la coordination de programme, soit sur la protection de l'enfance. Donc vous avez 22. La suite, c'est que ces personnes-là soient incluses dans les programmes qui sont mise en place aussi bien par la communauté internationale, la communauté humanitaire, mais aussi au sein des organisations portées par les réfugiés ou les organisations locales. À quel type de défi ces apprenants pourraient-ils être confrontés? Alors, plusieurs défis, à mon avis. Déjà, le défi de trouver une place, hein, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, avec la réduction des financements de l'aide internationale, eh bien, l'employabilité est beaucoup moindre qu'elle n'était auparavant. Le deuxième défi potentiel, c'est effectivement de se faire reconnaître en tant que réfugié avec une compétence professionnelle humanitaire. D'accord? Et ça, c'est pas des moindres, puisque bon, il y a toujours de la stigmatisation qui peut exister, hein, on le sait bien. Et puis, eh bien, le troisième défi, c'est potentiellement aussi, parce que même s'ils sont issus d'une communauté, d'être acceptés par la communauté dans le cadre de leur travail. Pourquoi ils ne seraient pas acceptés?
Il peut y avoir de la stigmatisation parce qu'ils ont été sélectionnés d'une certaine manière, même si c'est tout à fait transparent. L'acceptation est toujours un défi. Quand vous sortez d'un groupe et que tout d'un coup vous vous retrouvez en tant qu'assistant de ce groupe, on peut s'imaginer que voilà, il y a eu certaines choses qui se sont passées. Et c'est aussi quand même des défis au sein du groupe auxquels on peut faire face au niveau dans la gestion, socio-anthropologique. dans la gestion même de la crise de façon au niveau local, tout irait bien avec les outils qu'ils ont. Alors normalement, on a une expérience de 40 ans de formation de professionnels de l'humanitaire. Aujourd'hui, Bioforce représente, en tout cas les personnes qui sont passées par Bioforce représentent à peu près on va dire entre 8,5 et 9% des personnes qui travaillent dans l'humanitaire. On outille les individus avec les compétences nécessaires pour pouvoir répondre oui. Alors, c'est un oui qui est très carré, j'ai envie de dire. Comment cette initiative rend-elle l'impact de Bioforce sur le terrain? Alors, pour nous, et aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle le mandat... J'imagine qu'il y a bien d'autres domaines et bien d'autres modules. Ah oui, non, on a une palette d'activités qui est assez large en termes formatifs et accompagnement. Mais c'est vrai que ça fait encore plus sens de travailler aujourd'hui, d'abord au plus proche des besoins, d'accord ? On peut dire qu'aujourd'hui, Bioforce, elle est la seule organisation et le seul institut de formation qui travaille aussi proche au dernier kilomètre des besoins. D'accord ? Dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, en termes formatifs. En termes formatifs, hein, je parle bien du formatif. Vous avez pas d'autre institution qui est capable de venir sur des zones et déployer des curricula qui sont reconnus au niveau international sur une période déterminée et former des gens sur une période déterminée avec des curricula reconnus au niveau de l'international au dernier kilomètre. Et nous, ça fait complètement sens. Dans le cadre de ce qu'on appelle l'agenda de la localisation, former les gens au plus proche des besoins, eh bien, nous, on est là à répondre par rapport à cet agenda-là qui a été fixé en 2014 au niveau de la conférence d'Istanbul et qui n'a pas été réellement encore complètement mise en place. Donc, une approche plus humaine et plus proche. Alors, plus humaine, certes. Quoi qu'il arrive, le secteur humanitaire, c'est une approche plus humaine, mais surtout de proximité et de localisation. Alors, avant de boucler, quelle transformation à long terme Bioforce expert avec de telles initiatives? Alors déjà, la transformation qu'on espère et sur laquelle on travaille, c'est vraiment sur on va dire le portage national et local des réponses. Arrêter les grands principes de la colonisation de l'aide, de l'apport de l'aide externe, de créer de la compétence locale, nationale, qui puisse elle-même répondre à ses besoins. Alors, créer de compétences nationales et locales, est-ce que vous pensez que dans la gestion de la crise au Tchad, cet aspect reste totalement moins travaillé, on va dire? Non, je pense que le Tchad est un pays qui a fait énormément d'avancées justement sur pouvoir aussi porter localement des réponses. En revanche, le Tchad est un pays comme d'autres pays qui fait face à d'autres enjeux, qui n'a pas complètement, et c'est pas de sa faute, pas complètement les capacités de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, et surtout quand c'est des besoins qui viennent de l'extérieur, et donc a besoin aussi d'être accompagné. En revanche, il y a une réelle velléité de la part de l'État tchadien de pouvoir apporter une réponse, en tout cas appropriée. Ce qu'on voit aussi sur ces initiatives-là, par exemple, si vous prenez des réfugiés soudanais que vous formez, qui sont capables de répondre déjà au niveau des camps, par exemple, des camps de réfugiés, au niveau local, sur leurs besoins. Mais demain, nous, ce qu'on aspire demain, c'est qu'on le souhaite profondément, c'est que la paix puisse arriver au Soudan, et que ces personnes puissent retourner chez eux, mais qui portent avec eux un bagage et une compétence. Ils pourront reconstruire eux-mêmes aussi leur pays avec la compétence qu'ils auront pu acquérir au travers d'un programme qui a été porté par le HCR, financé par la fondation Mastercard et facilité par le Tchad.
On a une grosse coopération avec l'Institut national de sciences technologiques d'Abéché, qui nous a offert quand même un établissement pour pouvoir délivrer nos cours, des infrastructures très très bonnes pour délivrer les cours, avec des connexions Internet qui nous ont permis d'avoir le même service qu'on peut avoir par exemple à Dakar, puisque notre centre est à Dakar, ou à Vénissieux, où est notre école mère. Et donc, tout ça permet de construire quelque chose de, on va dire, local ou régional. Et ça, c'est très intéressant. Y aurait-il une autre vague de formation de ce genre dans ces camps de réfugiés? Alors nous, c'est ce qu'on souhaite. C'est notre plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, puisque ça, c'est financé. Ce projet a été financé par la Fondation Mastercard. Malheureusement, comme vous le savez, il y a eu des coupes qui ont été très très grandes au niveau de l'aide internationale. En revanche, si on veut continuer à je veux dire, être pragmatique au niveau de la réponse, il faut continuer à supporter justement le renforcement des compétences et des capacités, parce qu'on fait vraiment la différence. On renforce les compétences des individus, on renforce les capacités des institutions. Et le principe, c'est vraiment de continuer de renforcer ces compétences et ces capacités au niveau national et local, et au niveau régional. Mais pour cela, il faut des financements, mais qui sont beaucoup moindres que des réponses directes ou des réponses venues de l'extérieur. Si vous créez de la compétence locale, vous pouvez répondre à des niveaux peut-être aussi efficients et efficaces à partir du moment où vous créez de la compétence, mais avec des moyens moindres que ce que demanderait la communauté internationale. Donc finalement, c'est une stratégie. C'est une stratégie, oui. Nous arrivons au terme de cette entrevue. Qu'est-ce que vous avez à ajouter avant qu'on ne boucle? En détail, en message? Oui, un message, c'est que de pouvoir continuer à supporter ce qu'on appelle la formation. C'est important? C'est primordial. Supporter la formation et supporter les initiatives nationales. Enfin, on va dire, je vais rectifier, locales, nationales, régionales. Et qu'on puisse optimiser aujourd'hui justement le financement en créant cette compétence au travers de la formation. Ce sera tout? Ce sera tout. Merci beaucoup, Monsieur Yann Dutertre. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes directeur Afrique pour Bioforce. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout de répondre aussi brillamment à nos questions. Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez reçus chez vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro d'entretien exclusif. Bonsoir.